monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. The end of the world is at 7 o'clock. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Lundi 13 mars 2000. Ici votre animateur Jean-René Dufort. Devinez quoi? C'est la semaine échangiste à la fin du monde. Ce soir, des reportages de Paul Oud sur les frasques amoureuses de François Mitterrand et de Bruno Blanchet sur la demande de pardon du pape. Isabelle Maréchal au sport se réjouit de la performance de Jacques Villeneuve et Marc Labrèche nous fait la fin du monde en bref. C'est comme la crise de 29. Vous pourrez dire à vos enfants, j'étais là, je l'ai vu, et si j'avais su que ça donnait la tuberculose, j'aurais regardé le Canal Vie. Bonne fin du monde, mesdames, messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Oui, j'ai un boubou. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas le nouveau show français de la démone. Judy, c'est moi, Jean-René Dufort. Laissez-moi vous parler un peu de moi. Oui, je suis né à Saint-Antoine-des-Laurentides et jeudi, je suis allé au ballet avec ma blonde Jacinthe. C'est tout. Je pense que vous détenez maintenant toutes les clés pour percer le mystère Jean-René Dufort. Est-ce que tu dis ton poids au début de chaque émission? Ah oui, chaque soir, Jean-René. Je pèse 75 livres. Puis là, je fais quoi? Ah, anime, Jean-René. Anime, comme t'as jamais animé, là. Ah oui. OK. Alors, c'est la semaine échangiste et tout le monde change de job. Et ce soir, je voudrais vous parler de sadomasochisme. Oh, ça part fort, Jean-René. Let's go. En Ontario, en ce moment, il y a une controverse au sujet de Terry Jean Bedford, une tenancière de maison de débauche qui s'est fait arrêter pour prostitution. Elle dit que ce n'est pas une prostituée parce que sa spécialité, c'est le sadomasochisme et que ce n'est pas une activité sexuelle. Comment comprendre? Ah, fouille-moi, hein? Je pense que c'est le genre de choses que seul un bon père de famille peut nous expliquer. C'est pourquoi je suis fier de vous présenter un tout nouvel épisode de votre téléroman préféré des années 50, La Brèche a raison. Kitty, quand tu seras grande et que tu auras tes règles, toi aussi tu seras maîtresse de maison et reine du foyer. 30 ans la tête dans le four à frotter et récurer. N'est-ce pas merveilleux? Tiens, ma chérie, essuie cette assiette. Mais Kitty, où sont tes bras? Bud? Oui, maman. Oh! Bud, combien de fois t'ai-je dit de ne pas jouer à cache-tampon avec les bras de ta sœur? Mais maman, c'est toi qui m'as dit d'aller jouer au parc avec 2 bras. Oh, pas 2 bras, Bud. Des bras. Des bras d'Anwickle, la fille du pasteur. Je suis désolée, Bud, mais en l'absence de papa, je suis obligée de sévir et te donner la fessée. Allez, installe-toi. Aïe. Oh, mais Bud, je n'ai même pas commencé. Ah, bel bonjour, Mme Labrèche. C'est Ralph, le laitier simple d'esprit. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur le laitier. Je suis à vous dans un instant, monsieur le laitier, mais je dois d'abord infliger un sévice corporel à mon enfant. Dites-moi pas que vous êtes une sadomasochiste, Mme Labrèche. Oh, pas du tout, je suis canadienne. Oui, mais
Un n'empêche pas l'autre. Vous avez vu dans le journal un matin? À Toronto, il y a une Canadienne qu'on appelle la donneuse de fessées qui tenait une maison de débauche. Vous voulez dire une guidoune? Peut-être bien que oui, Mme Labrèche. Je déteste les guidounes avec leurs frites molles et leur fromage qui coule sous la sauce jaune. Oh! Bon. Non, non, pas une poutine, une guidoune. Une salope! C'est mieux. Eh bien, la donneuse de fessées, là, elle prétend que le sadomasochisme, là, c'est même pas une activité sexuelle. Ah, vraiment? Alors, maman, si tu me donnes la fessée, ça veut dire que toi aussi, tu es un chameau maoïste? Maurice, quelle horreur! Oh. Monsieur le laitier, continuez de le frapper pendant que je vous lave les oreilles. Mais non, mais j'ai rien fait, moi. Je sais, mais vous avez entendu cette référence au COMMUNISME. Mme Labrèche, j'ai une confidence à vous faire. Bud, va jouer dans mon tiroir de soutien-gorge. Asseyez-vous, monsieur le laitier. Qu'y a-t-il? J'ai été guidou quand j'étais teenager au high school. Guidou? Oui, j'ai reçu 2 $ pour montrer mes chevilles à l'équipe de ringuettes. Monsieur Ralph, avez-vous été puni au moins? Ben non. Voulez-vous être puni? Peut-être bien que oui, Mme Labrèche. Bud, va me chercher mon fouet. Voilà, maman. Ah, Je vous ai bien eu. vous m'avez fait pisser dans mes culottes, Mme Labrèche. Moi aussi. Oh, monsieur Ralph, allez plutôt me chercher une chopine de crème bien fraîche pour mon dîner. Et qu'est-ce que vous nous préparez de bon pour le souper, Mme Labrèche? Oh, monsieur Ralph, c'est lundi. Et le lundi, c'est... La poule au pot! C'était bon! C'était super bon! Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Quelle reine a couché avec le président François Mitterrand? C'est la question du jour. Pierre Tourlier, l'ex-chauffeur, non, le chauffeur de l'ex-président, qui est décédé en 96, vient d'écrire un livre relatant les exploits sexuels de son patron. Méchant cochon. Tourlier écrit même que Mitterrand a couché avec une reine qui n'est pas nommée. C'est grave, et je suis bien placé pour le savoir. Ne suis-je pas aujourd'hui ici la reine d'un jour? Paul Oud, et oui, le gars des sports, a tenté de découvrir l'identité de la mystérieuse reine Marie Couche-toi-là, première. Mais qui est donc cette mystérieuse reine qui aurait passé une nuit galante en compagnie du président français François Mitterrand? François Mitterrand, le socialiste, président d'un pays qui s'est débarrassé de la monarchie dans le sang en 1789? Voilà une très curieuse union, en effet. Si on tente d'isoler le nombre de reines potentielles qui auraient rencontré François Mitterrand, on peut arriver à un chiffre d'à peu près combien? On peut arriver à un chiffre de 15 si on dit qu'il y a 15 monarchies. On peut arriver à 45 si on tient compte que l'Arabie saoudite a un roi qui a plusieurs femmes. On s'aperçoit que les gens qui ont beaucoup de pouvoir ont plus de facilité peut-être à développer des liaisons parce que probablement qu'il y a un plus grand échantillonnage qui est disponible. Moi, je ne vois pas la reine Élisabeth avoir une aventure. C'est pas le genre. Son mari, peut-être, mais pas elle. Moi, je soupçonne le Danemark et je dirais les Pays-Bas, peut-être, la reine Béatrix, qui est montée sur le trône en 81, je crois, à peu près au même moment où Mitterrand est devenu président de la République française, et celle dont vous m'avez parlé vous-même, de la Thaïlande, qui était à ce moment-là aux études, je pense, à Paris. Il y aura toujours des personnes qui ont du pouvoir et qui, en même temps, exercent un pouvoir d'attirance pour d'autres personnes. Et il y aura toujours ceux que j'appelle les groupies, qui sont très intéressés par les personnes qui ont du pouvoir ou de l'influence. On peut avoir une très forte libido, mais pas nécessairement beaucoup de pouvoir. Effectivement, et ceux-là passent inaperçus la plupart du temps. C'est peut-être mieux dans certains cas. Ah oui, en effet. Faut pas oublier non plus qu'à l'époque, au Québec, on avait des reines, hein? Parce qu'on avait des rois, on suppose qu'il y avait des reines. Ainsi, le roi du matelas. Moi, je vois très bien sa femme avoir des aventures avec François Mitterrand. Elle est qualifiée. Et il y avait la reine de TQS, Michel Richard. Maintenant, je ne sais pas si M. Mitterrand était sélectif et difficile dans ses choix. Dire qu'à une certaine époque, j'étais rémunéré pour me payer la tête de François Mitterrand. Il me fait un grand honneur
de vous souhaiter la bienvenue en cette terre de France, pays... À moi sûr, je me serais payé bien plus que la tête. Ici Paul Oud, à Paris, à Montréal. Eh bien, allons justement retrouver Paul Oud qui est à l'extérieur. Bonjour, Paul. Bonsoir, Jean-René. Oui, c'est vrai, bonsoir, parce que s'il est tard. Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce qu'on l'a su, finalement, c'est qui la reine? Non, mais il y a une autre candidate qui est en lice, la reine-mère, qui va avoir 100 ans cette année. Oui, étais-tu encore capable dans ce temps-là? Ah, ben écoutez, elle a eu un problème avec sa hanche par la suite. Elle a une hanche artificielle. Qui sait si c'est pas le résultat débats amoureux torrides? Et Paul, dans votre reportage, vous n'avez pas parlé de Denise Bombardier. C'est vrai, avec François. Oui, d'autant plus qu'elle a refusé de répondre à des questions aujourd'hui en disant que dès qu'il est question de François Mitterrand, elle pourrait se voir retirer sa médaille de la Légion d'honneur. Ben, merci beaucoup, Paul. La voulez-vous, ma job, finalement? Non, pas du tout, Jean-René. J'aime trop les sports. Ben, j'aurais changé avec... Mais j'ai beaucoup d'appréciation pour ce que vous faites tous les jours maintenant. Ben, merci beaucoup, Paul, et excellent travail. Merci, Jean-René. On se retrouve après la pause pour d'autres nouvelles de la fin du monde. La fin du monde en bref. Un mystérieux mal touche la communauté des joueurs de bingo. Malédiction, pitoune empoisonnée, boulier radioactif, votre guess est aussi bon que le mien. L'incident est survenu alors qu'une femme et un adolescent ont été victimes de malaise respiratoire dans un bingo de Montréal. Les deux personnes étaient assises dans des coins opposés. C'est plate parce qu'avec deux autres personnes à l'autre bout, ça faisait les 4 coins, puis ils auraient gagné 50 $. Oui, 50 $! C'est quand même beaucoup. Cependant, ce type de drame n'est pas nouveau. On regarde. Les actualités montréalaises. Montréal, 1924. La cité entre deux guerres regorge des années folles. On inaugure un premier bingo à Montréal au coin de Delorimier et Sainte-Catherine. L'ancienne Madame Bell, ancienne réceptionniste, fait office de calleuse pour la première soirée officielle. Mais survient alors un premier malaise qui plonge tout le monde dans l'embarras. À l'annonce de certains chiffres, tout le monde se mit à gratter comme un caniche. Ce qui survint ensuite est encore plus affligeant. À l'annonce d'un deuxième chiffre, cela laissant un deuxième malaise, tout le monde se mit à japper en levant les bras. On fit appel au grand médecin spécialiste Carl Sagan, le père de François Sagan, d'expliquer le curieux phénomène. Ouais, bah, enfin, c'est pas... On sait, on a fait une place depuis, je dirais, une quinzaine d'années, et sans aucun prospect de toujours avoir à rapporter ce qui semble... Bon, parce que de toute façon, j'en ai pas, c'est pas possible de faire autrement, si à moins que, par magie extraordinaire, on fait quelque chose qui pourrait ressembler à... C'est alors que la soirée changea complètement d'allure, lorsqu'arriva le sauveur montréalais du bingo. Super Bingo Man. Oh, Super Bingo Man. Tu as dissipé nos malaises. Bingo Man. Oh, Super Bingo Man. Viens et chasse tous mes malaises. Bingo Man. Bingo Man. Dans un geste sans précédent, le pape Jean-Paul II a demandé pardon hier au nom de l'Église à tous les mauvais traitements qu'elle a fait subir aux Juifs, aux femmes et aux minorités. Son Saint-Siège a déclaré, je cite, Barbara Streisand, femme juive et minoritaire à cause de son nez de 8 kilos, n'a jamais été aussi contente. Bruno Blanchet nous parle de ce pardon si exceptionnel. It is important to me that everybody who has been hurt know that the sorrow I feel is genuine. I apologize to my organization, to Donald Bashir,
Je ne veux plus être traqué et poursuivi. Après Bill Clinton, Marty McSorley et Lorraine Pagé, c'est maintenant au tour du pape de présenter ses excuses. Quelle est la valeur véritable de ce pardon-là qu'a demandé le pape? Moi, je pense que c'est un geste sans précédent. C'est un geste important de courage. De courage parce que c'est la première fois qu'un pape pose un geste aussi éloquent. La vraie question, hein, la vraie affaire, c'est de se dire, moi, est-ce que j'ai des pardons à accorder? T'sais? Dans la vie, il y a deux sortes de monde. Ceux qui sont dans la parade et ceux qui regardent passer la parade. Là, ce matin, nous, on regarde passer la parade avec le pape Jean-Paul II, là, qui demande... On trouve ça très beau. Mais moi, est-ce que j'en ai des demandes de pardon à formuler? Madame Citeau, bonjour, je suis Bruno de la Fin du Monde et j'aimerais vous demander pardon aujourd'hui. Pourquoi? Bien, pour vous avoir interprété d'une façon qui était peut-être pas tout à fait réglementaire. Ah, mais j'aime bien les choses pas réglementaires, moi. Alors, j'ai pas de soutien-gorge. Ah, c'est pas grave, Janine. Alors, Est-ce que vous m'accordez quand même votre pardon? Ça me ferait tellement de bien. 1000 fois. Merci. 1000 fois. Merci. OK. Attends un peu, je pense qu'il est là. Robert? Oui? Robert, excuse-moi. Oui? Bruno de la Fin du Monde, je voulais te demander pardon. Pardon? Pardon pourquoi? Bonsoir, Marc. Ah, shit. Ouais, c'est Marien. Ouais, il est malade. Je ne sais pas, mais pendant que ça sent... Non, tu peux pas me demander pardon debout comme ça? Écoute, comme ça? Oui, ça va, oui, c'est un peu mieux. Bonjour, Claire. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, Bruno de la Fin du Monde. Oui. Je m'en viens vous demander pardon. Pour? Bonjour, je suis Claire Lamarche. Dans mon temps, on disait, avez-vous le ferme propos de ne plus recommencer? Oui. Est-ce que je peux vous croire? Oui. Allez en paix, Bruno, je vous pardonne. C'est beau! Tu sais que j'aurais pu y passer la journée, hein? Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. J'ai une question pour toi. Vas-y. C'est quoi cette affaire de pardon-là? Qui c'est qui avait demandé ça? Bien, en fait, c'est dans le cadre du jubilé. C'est que le pape, il s'agissait de 7 demandes de pardon pontificales que le pape a émises. Des demandes très vagues pour les péchés en général, les péchés commis dans le service de la vérité, genre l'Inquisition, tout ça. Et c'était tout ça pas mal vague, mais étant donné que c'est dans le cadre du jubilé, est-ce que tu sais c'est quoi un jubilé? J'en ai aucune idée. Le jubilé, c'est à tous les 50 ans, OK? Et les pèlerins doivent se rendre à Rome pour demander d'être pardonnés, justement. Et c'est des activités et des pénitences qui sont déterminées par le pape dans une bulle. Tu savais que le pape faisait des bulles? Non, comme moi non plus. Comme une un bain? bulle, c'est un communiqué de presse papal. Une bulle qui finit par 30? En plein ça. Ben, merci beaucoup, Bruno Blanchet. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Restez des nôtres, car après la pause, Isabelle Maréchal fait des sports. Oh. C'est le moment de la chronique des sports avec, croyez-le ou non, une fille. Isabelle Maréchal. Le sexe est faible, comme certains l'ont dit aujourd'hui. Bonsoir, Jean-René. Mais tu comprends tout ça, des sports? Regarde, je suis venue équipée. C'est quoi? De quoi vais-je te parler aujourd'hui? De hockey. De course automobile. Parce que je sais pas si tu as suivi ça. Je sais pas si tu as suivi ça. Oui, mais moi, j'ai fait ma job. Quand on m'a dit tu vas faire les sports, quand même, je savais que... Puis là, j'ai le champagne parce que tu vas comprendre tout de suite après. OK. En fin de semaine, il y a eu une course. Premier Grand Prix, c'était en Australie. Et vraiment, je suis fière. Fière. Et tu devrais l'être aussi parce que Jacques Villeneuve il a presque gagné. En fait, il a remporté la 4e place. Et ce qui fait qu'on a des points, tu comprends? Et regardez, on le voit ici, là, que Strike, nouvelle voiture blanche. On voit le H de Honda, son nouveau moteur. Bon, il y a évidemment des drapeaux de Ferrari, mais c'est un détail que Schumacher a finalement gagné la course et puis que son coéquipier est arrivé 2e. C'est de la loc, moi, je dirais, parce que, regarde, il y avait Villeneuve qui suivait de très, très près. 4e, il aurait pu pousser un peu plus pour être en 3e, tu vas me dire. Pourquoi il n'a pas poussé? Parce qu'il voulait laisser de la chance aux autres. Il ne veut pas non plus montrer qu'il va gagner cette année. Parce qu'il faut le dire, et tout à l'heure dans le reportage de Bruno disait, le prêtre disait, il y a ceux qui sont dans la parade et ceux qui sont à côté. Nous, aujourd'hui,
Et je dois le dire, les filles de la fin du monde, qui sont des vrais fans, pas des pitounes de racing, là, des vrais fans de Villeneuve et de course en F1, on est allé dans la parade. Regardez tout ça parce que nous prédisons aujourd'hui, là, puis je reviendrai plus tard pour finir, vous allez voir, on prédit aujourd'hui une victoire de Jacques Villeneuve, au moins sur le podium. Ben voyons donc. Et deuxième place de barre au championnat des constructeurs. On regarde, voici d'ailleurs la victoire prématurée de Villeneuve. Donc. Villeneuve, 4e. Barre, 2e au classement des constructeurs. C'est pas grave, ça. Villeneuve, il fait rien cette année. Pour moi, après moi, il fait rien. La même chose que l'année passée. Pour moi, il est fini au complet. Fantable entendre ça. Il y a Schumacher qui est mieux. Vous êtes des traîtres! Absolument pas. Tu es une traître. La Ferrari va gagner le championnat cette année. Vous me payerez un café quand Barre va remporter. Alors, vous me payerez un café quand Ferrari va gagner. C'est un top, Villeneuve. C'est le top. Mais on peut dire que c'est presque le top, oui. C'est le top? Oui, c'est le top. Bon! Oui, le top. Mon Dieu, c'était bien Voici organisé, officiel de cette parade-là. F1. Écoute, j'aurais pu te parler de Bernard Brissette en plus parce que c'est formidable le sport, hein? Ben, Tu sais écoute. qu'il a démissionné. En fait, non, il a été mis dehors aujourd'hui, mais je reviendrai parler de sport parce que c'est vrai comment on... Météo. Météo. C'est épouvantable. Météo. Et puis là,